science. Bien, donc bonsoir à tous, chers auditeurs. Comme Barbara vous l'a énoncé en début d'émission, donc moi je suis doctorante en neurosciences et quand j'ai commencé ma thèse il y a 3 ans et que mes proches me demandaient quel était mon sujet de recherche, spontanément je répondais « Eh bien tu vois, je travaille sur l'implication des récepteurs 5-HT2A dans la modulation des interneurones PKC-gamma dans un contexte d'Aloudini ». Alors évidemment, comme les auditeurs et comme les gens sur le plateau ce soir, je perdais un peu leur attention. Ils se sentaient bêtes de ne pas comprendre et moi attristés de ne pas me faire comprendre. Du coup, étant une grande lectrice de revues scientifiques tout public, je me suis dit « Et si j'apprenais à communiquer en termes simples ? Et si je vulgarisais ma science ?» Donc c'est ce que j'ai fait pour la première fois au travers du concours Ma thèse en 180 secondes en 2014. Et grâce à cette première expérience et celles qui ont suivi, j'ai pu observer les bénéfices mais aussi les limites de la vulgarisation. Donc Nicolas s'est bien chargé d'honorer les limites de la vulgarisation sur temps court dans son billet d'humeur et je partage son point de vue, mais je vais tempérer un peu en vous donnant selon moi les bénéfices de la vulgarisation, que ce soit sur un temps court comme dans le concours Ma thèse en 180 secondes, mais aussi sur un temps long comme dans le cadre de conférences grand public par exemple. Alors d'abord, il me semble essentiel de poser la première pierre en définissant ce qu'est la vulgarisation scientifique. Le terme vulgarisation nous vient du latin vulgate qui signifie le peuple. Et contrairement à la communication dite primaire, lorsque le communicant ne s'adresse qu'à ses pairs, la vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique des connaissances, toutes disciplines confondues, et qui cherche à mettre le savoir avec ses limites et ses incertitudes à la portée d'un public non expert. Elle donne accès au savoir, certes, mais également au savoir-faire et au savoir-être de ces disciplines, par exemple dans les comportements que nous devons adopter pour le bon fonctionnement de notre société. Dès lors, on peut se questionner sur le réel intérêt de la vulgarisation. A-t-elle un rôle a-t-elle une fonction sociale ? Est-elle essentielle ou futile au fonctionnement de notre société ? Les chercheurs eux-mêmes peuvent-ils tirer un bénéfice à vulgariser leurs recherches ? Ces questions sont rarement posées dans la mesure où ce sont les enjeux pédagogiques qui mobilisent principalement l'attention des chercheurs par le biais de cours dispensés à l'université. Pourtant, si on admet que la vulgarisation scientifique témoigne d'une exigence d'enseigner au public, on pourrait dès lors y voir une cause non pas accessoire, mais essentielle de la science moderne. Maintenant, sachez que la vulgarisation scientifique est loin justement d'être contemporaine, car si on revient brièvement sur les origines de la vulgarisation, dès l'Antiquité, les observations et découvertes étaient retranscrites dans ce que l'on considère comme étant les premières encyclopédies et qui étaient destinées aux savants, le bas peuple étant majoritairement illettré à cette époque. Ensuite, des proto-encyclopédies ont fait un bond de plusieurs siècles pour atterrir au XVIIe siècle à la rencontre de Bernard Le Bovier de Fontenelle, qui fut le créateur d'un nouveau genre littéraire qui était orienté vers un public de salon, essentiellement mondain. Son œuvre la plus connue, Entretien avec la pluralité des mondes, étant composé de leçons de vulgarisation des connaissances de Descartes et Copernic. Après le XVIIIe siècle, les expositions universelles, comme celle de Paris en 1889 avec la Tour Eiffel comme symbole du génie français, donc ces expositions universelles mettent en avant le progrès et les avancées fulgurantes des techniques. Les machines sont toujours plus impressionnantes et promettent prouesses techniques et améliorations du quotidien. La science doit aller vers le grand public pour le convaincre de son utilité. Alors même si le contenu scientifique de ces expositions est assez maigre, au-delà des intérêts économiques et industriels, les expositions rassemblent des milliers de personnes, spécialistes ou non, industriels et ouvriers. La notion de culture de masse émerge. La dernière étape de l'histoire de la vulgarisation scientifique est celle que nous vivons aujourd'hui, celle d'une médiatisation de masse. Dans le monde du XXIe siècle, la science est partout, dans nos vêtements, dans nos assiettes, devant l'urgence de lutter contre les changements climatiques, dans nos opinions politiques, dans notre économie et même jusque dans nos nouvelles manières de donner la vie. C'est une science qui interroge toujours plus, qui inquiète aussi parfois et qui provoque nombre de désaccords. Mais c'est aussi et surtout une science qui intéresse. Et quiconque s'intéresse à la science se doit d'y accéder et de la comprendre. C'est ainsi que la vulgarisation a envahi les masses médias ces dernières décennies. Mais finalement, vulgariser la science, ça sert à quoi ? Pour la plupart des répondants, savants ou profanes confondus, la vulgarisation sert avant tout à comprendre le monde qui nous entoure. Elle permet de partager les connaissances, d'enrichir la réflexion, d'éclairer nos esprits.
Elle permet de démocratiser le savoir pour éviter également le corporatisme, où seuls les savants sont détenteurs du savoir. En offrant l'accès pour tous à la connaissance, la vulgarisation permet de susciter des vocations, en particulier auprès des nouvelles générations qui ont tendance à déserter les filières, scientifiques notamment. Et quelque chose d'important qui ressort également, c'est le fait de rendre des comptes à la société. Car il faut garder à l'esprit que la plupart des recherches et des chercheurs du domaine public sont aujourd'hui financés par l'argent du contribuable. Moi-même, ma bourse de thèse m'a été attribuée en partie par la région Auvergne. Du coup, il semble évident qu'en vulgarisant notre science, nous justifions en quelque sorte de l'utilisation de cet argent. C'est un devoir moral vis-à-vis du citoyen financeur. La vulgarisation permet aussi de faire progresser la recherche, en quelque sorte, puisqu'elle offre aux scientifiques d'élargir leur regard sur leurs propres recherches. Elle permet de faire naître de nouvelles idées, car par exemple, lors de conférences, les auditeurs posent des questions que nous ne nous étions pas forcément posées nous-mêmes. Et ça, c'est enrichissant. Et ça fait naître de nouvelles idées. Et ça, c'est toujours bon à apprendre. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça en écoutant Yaus de Daughter. Ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse les micros pour pouvoir faire un débat, mais on va reprendre dans 2 minutes. Désolé Clément, mais tout à l'heure, non, pour le... Il n'y a pas de souci. Clément, tu vas faire le micro avec Claire. Et Nicolas, il va se où Nicolas tu viens débattre avec nous mais on recommence là, on s'assoit et on recommence, donc tu partages ton micro avec nous. Mais Clément, il faudrait que tu te colles pour être dans la vidéo. Au début ça allait, mais là après... C'est reparti là? 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs.